raconte qu'au commencement des temps, les dieux ont voulu créer une espèce supérieure, dotée d'intelligence et munie de grandes ressources. Ils ont décidé alors de créer l'espèce humaine. Or, juste avant d'appeler l'homme à l'existence, les dieux ont tenu une séance qui avait pour objet de débattre de l'endroit le plus sûr pour cacher toutes ces richesses. Sur une autre planète, proposa l'un. Non, répliqua un autre. L'homme créerait une soucoupe volante pour y aller. Dans les océans, non plus. L'homme creuserait dans les profondeurs à la recherche de ses ressources. Alors l'un des dieux suggéra qu'on place les richesses en l'homme lui-même, pour qu'il apprenne à creuser en son fort intérieur et qu'il réalise qu'il est riche en lui-même. Mise en onde de Junie l'image, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous retrouver à cette antenne, content de vous savoir nombreuses et nombreux à nous suivre d'un peu partout à travers le monde. Cela nous fait chaud au cœur et nous stimule à déployer de plus grands efforts encore pour produire une émission qui réponde à vos attentes. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question du pourquoi nos pays africains, pourquoi nos pays d'afro-descendants sont en perpétuelle crise politique. Si vous considérez les pays de l'Afrique, si vous considérez, n'est-ce pas, nos pays antillais, eh bien, ils sont nombreux, ceux qui vivent des crises politiques, ceux qui traversent des crises sociales, en sorte qu'à un moment donné, nous devons nous poser la question, mais du pourquoi de ces crises-là. C'est pas un problème d'intelligence. Nos peuples n'ont rien à envier à d'autres en matière d'intelligence. Ce n'est pas non plus un problème de préparation économique. Académique, devrais-je dire. Beaucoup de ceux qui nous dirigent, n'est-ce pas, sont des gens bardés de diplômes. Mais pourquoi, diable, sommes-nous dans ces sempiternelles crises politiques, crises économiques, crises sociales? À un moment donné, nous devons nous arrêter, regarder dans notre fort intérieur, regarder autour de nous et nous poser la question, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi sommes-nous en perpétuelle crise? Je regarde mon propre pays d'origine, Haïti, vous regardez le vôtre, regardez le Mali, pour ne citer que ces deux exemples-là, mais d'où viennent ces crises-là? Et pour éviter de reproduire les mêmes comportements, pour éviter de tomber dans les mêmes panneaux, à un moment donné, nous devons réfléchir aux sources, au pluriel de nos crises, et tenter d'y trouver ne serait-ce que des pistes de solutions. Eh bien, c'est ce que nous ferons dans l'émission d'aujourd'hui. Mais nous le ferons en regardant à l'intérieur de nous-mêmes. Nous le ferons en regardant notre histoire. Nous le ferons en tenant compte de nos ressources à nous. Car trop souvent, lorsque nous parlons de nos crises, nous portons immédiatement le regard vers l'extérieur. Cela, nous allons le faire aussi, puisqu'il y a toujours un jeu de complexe de causes internes auxquelles il faut ajouter des causes externes. Mais toute personne responsable, toute personne consciente commence par se regarder elle-même, commence par se regarder à l'intérieur d'elle-même quand elle veut expliquer ses problèmes avant de porter les regards vers l'extérieur, avant de considérer les causes externes. Nous allons donc parler de nos pays
qui traversent des crises, comprendre ces crises-là, car s'il y a crise, c'est parce qu'il y a des insatisfactions, c'est parce que les masses, les populations sont insatisfaites, n'est-ce pas, de la manière dont leurs pays sont gérés. Alors, nous allons parler des crises de toutes sortes dans nos pays à nous. On s'arrête ici, vous connaissez déjà le rituel, une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud, en tout cas offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillés. Nous allons parler, comme toujours, des vraies affaires. À tout à l'heure. Pour répondre à la question du pourquoi de nos crises, nous devons nous entendre tous et toutes sur une définition minimale du mot crise, car c'est un mot qui est galvaudé. Pour un rien, on va dire mais il y a une crise dans tel pays, on va dire qu'il y a une crise dans telle organisation, il y a une crise dans telle société, dans telle communauté. Donc nous allons, dans un premier temps, nous entendre sur une acception commune du mot crise. Cette définition, cette acception, nous irons la chercher chez un auteur italien qui fait autorité et qui répond au nom d'Antonio Gramsci. Lui, c'est un analyste, un penseur politique, journaliste aussi, qui définit la crise de la manière suivante. Il a dit, une crise réfère à un ordre ancien qui jusque-là a permis à une société, à une organisation, à une institution de fonctionner, sauf qu'après un certain temps, cet ordre-là ne répond plus aux attentes du moment et il est en train de craquer de partout, si bien qu'il se meurt, il est en train de mourir. Mais son décès n'est pas encore constaté. Il est en train de mourir, mais il n'est pas encore mort. Et au moment où il se meurt, il y a un nouvel ordre des choses qui essaie d'émerger, qui essaie de naître, mais ce nouvel ordre n'est pas né non plus. Et il y a crise parce que justement on se retrouve dans cet entre-deux, d'un ordre ancien qui craque de partout, d'un ordre ancien qui ne permet plus un fonctionnement optimal de la société et de ce nouvel ordre dont on souhaite la naissance, mais dont on ne maîtrise pas non plus les contours, donc il n'est pas né encore, et la crise naît de cet entre-deux, de cette transition-là. Donc il y a crise parce qu'il y a un ordre dont on est insatisfait, un ordre qui ne répond plus à nos attentes, un ordre qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui, et on souhaite l'émergence d'un nouvel ordre, mais on ne sait pas encore toujours ce qu'on souhaite véritablement dans ce nouvel ordre des choses. Et là, il y a friction, il y a dissension, il y a insatisfaction. Je pense qu'à partir de cette définition, nous pouvons désormais comprendre ou tenter de comprendre pourquoi la plupart de nos pays sont en crise politique, en crise économique, en crise sociale, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, mes exemples vont être puisés dans l'histoire de mon pays d'origine, et puisque dans plusieurs domaines, Haïti a servi et peut servir d'exemple ou de contre-exemple aussi, eh bien vous allez voir que les histoires, les exemples, les références que je vais citer ne seront pas sans éveiller en vous, n'est-ce pas, des références ou des exemples ou des histoires de votre propre pays, parce que en réalité, à part quelques exceptions, il s'agit du même paradigme, il s'agit, n'est-ce pas, du même modèle. Pourquoi nos pays sont-ils en des crises
sempiternelle. Pourquoi nos pays sont-ils en crise continuelle, sont-ils en crise perpétuelle? On a l'impression que on change de gouvernement et après avoir connu un certain nombre d'années de stabilité, quand stabilité il y a, on retombe dans le même panneau, on retombe dans les mêmes travers. Je vais essayer d'expliquer nos crises grâce à un certain nombre de points. Eh bien, la première cause que j'ai identifiée pour expliquer nos crises politiques dans nos pays, c'est le hiatus, le décalage qu'il y a entre nos élites politiques, ceux qui aspirent à diriger nos pays, ceux qui aspirent à diriger nos peuples, ceux qui aspirent à diriger nos populations et ceux que nos populations veulent. Vous savez, sauf en de rares exceptions où nos élites prennent le temps d'être à l'écoute de nos populations, sauf en de rares exceptions où nos élites s'efforcent de refléter dans leur façon de diriger, c'est-à-dire dans leur politique publique, les desiderata réels des populations. En général, nos élites s'imaginent, n'est-ce pas, que le pouvoir leur revient de droit, même si elles ne sont pas à l'écoute véritablement de ce que veulent nos populations. Nos élites vont utiliser nos populations pour provoquer une révolution, pour provoquer, n'est-ce pas, des émeutes. Et une fois qu'on a chassé un gouvernement, eh bien, ces élites-là vont s'installer à la place de ces dirigeants qu'elles ont chassés. Et 9 fois sur 10, elles vont reproduire exactement les mêmes comportements et vont produire, comme voie de conséquence, les mêmes insatisfactions. Pourquoi? Parce que nos élites ne vivent pas dans la même réalité que nos populations. Elles ne sont pas à l'écoute de nos peuples. Elles ne sont pas à l'écoute de nos communautés. Elles utilisent les élites politiques, nos peuples et nos communautés, mais elles ne se soucient guère que dans leur politique publique, leurs décisions visent la satisfaction de nos populations. C'est comme s'il y a 2 pays en un. C'est le cas, par exemple, d'Haïti. Il y a les élites qui vont tout faire pour se perpétuer au pouvoir, qui vont tout faire pour s'installer au pouvoir, quitte à utiliser précisément, n'est-ce pas, les populations. Mais une fois qu'elles sont installées, elles oublient qu'elles sont là pour satisfaire les desiderata et les demandes de nos populations. Deuxième cause que j'ai identifiée dans ce complexe de facteurs pour expliquer, n'est-ce pas, pourquoi nos pays sont en crise perpétuelle, c'est parce que 9 fois sur 10, le design politique de nos pays ne sont pas en adéquation avec nos mœurs historiques, nos mœurs, n'est-ce pas, si vous voulez, nos us et coutumes. Nous allons 9 fois sur 10 copier un modèle occidental, un modèle français, puisque dans beaucoup de nos pays, c'est la France qui nous a colonisés. Nous allons, n'est-ce pas, copier le modèle américain, que dis-je, le modèle anglais, le modèle espagnol ou portugais, mettez-en, et puis nous allons tenter de le reproduire tel quel. Nous allons prendre leur système politique tel que eux l'ont conçu pour eux, leur régime politique tel que eux l'ont conçu pour eux, et nous allons, parce que nous avons étudié chez eux, parce que nous avons été formés par eux, nous imaginons que leur modèle qui marche chez eux, leur régime qui marche chez eux, eh bien, ce modèle-là devrait marcher sans plus chez nous. Et nous passons le clair de notre temps à tenter de faire en sorte que ces modèles-là soient conformes à nos mœurs, soient conformes à nos coutumes.
Et souvent, la population regarde ces modèles-là, la population regarde ces régimes-là, les populations regardent ces systèmes-là, et elles ne s'identifient pas là-dedans, elles ne se reconnaissent pas là-dedans. Je me rappelle quand j'étais jeune, au fond, c'est même le premier test qu'on m'a fait passer quand je devais entrer au kindergarten, quand je devais entrer à la petite école. On nous remettait, n'est-ce pas, si vous voulez, un puzzle, hein? On nous donnait des objets qui correspondaient au fait à une certaine figure géométrique, et on devait placer ces objets-là dans le trou qui correspondait à sa forme géométrique. Et on nous évaluait ainsi pour voir si on serait en mesure de reconnaître que ce cercle-là va là, ce triangle-là va là, etc. Eh bien, souvent, nous, ce qu'on fait dans nos pays, on veut tout simplement importer telle quelle la démocratie occidentale, on veut importer telle quelle la démocratie française, on veut importer telle quelle la démocratie américaine, sauf que ces modèles-là, 9 fois sur 10, ne correspondent pas, si vous voulez, à l'imaginaire populaire. Ces modèles-là ne correspondent pas aux us et coutumes des populations, en sorte que nous sommes en perpétuelle crise. Pourquoi cherchons-nous à reproduire les modèles occidentaux? On le fait par paresse intellectuelle. Au fait, le modèle occidental n'est pas tombé du ciel. Il a émergé d'un certain contexte historique, il a émergé d'un certain contexte culturel, et c'est de la matrice même culturelle, c'est de la matrice civilisationnelle de l'Occident que les Occidentaux ont pensé ce régime-là, qui leur correspond au fait. Mais il y a une chose que nous devons réaliser après tous ces errements. Il y a une chose que nous devons réaliser après toutes ces tentatives inutiles. Dans le cas de nos pays africains, c'est depuis les années 60 qu'on essaie, n'est-ce pas, d'adopter, qu'on essaie de nous conformer au modèle démocratique de l'Occident. Dans le cas d'Haïti, n'est-ce pas, c'est encore beaucoup plus longtemps que cela. Mais après tout ce temps, nous devrions admettre, nous devrions avoir l'intégrité intellectuelle de reconnaître que, tenez, il y a peut-être quelque chose à changer dans ce modèle occidental. Il y a quelque chose que nous devons faire pour le rendre à notre image, pour l'adapter à nos us et coutumes, car, à l'évidence, le cercle qu'on essaie d'entrer dans le triangle, ou le triangle qu'on essaie d'entrer dans le cercle, ne correspond pas. Malheureusement, l'arrogance occidentale ne nous permet pas de trouver notre propre voie. L'occidental a sa définition à lui d'une bonne élection. L'occidental a sa définition à lui d'une bonne démocratie. L'occidental a sa définition à lui, n'est-ce pas, d'un gouvernement qui représente, n'est-ce pas, une population. Et puisque jusque-là, il se donne le beau rôle d'être un pays tuteur, d'être un pays qui nous dicte, n'est-ce pas, nos comportements, eh bien, il ne veut pas admettre que son modèle à lui, son modèle de gouvernement, ses régimes à lui, son système ou ses systèmes à lui, n'est-ce pas, ne correspondent pas à nos pratiques culturelles à nous, à nos pratiques gouvernementales à nous, en sorte qu'il y a toujours ce décalage, non seulement entre ce que les élites font et ce que les populations veulent, mais il y a toujours aussi ce décalage entre le design politique que nos élites cherchent à imposer à nos pays, sous l'influence bien sûr de l'Occident, et les pratiques culturelles, les pratiques historiques de nos pays. Et vous savez ce que ça fait, ça? Parce qu'il y a un hiatus, parce qu'il y a un décalage, parce qu'il y a une inadéquation entre les élites et les populations, parce qu'il y a aussi un décalage entre le design politique et les coutumes de ces pays, eh bien, on finit par
commettre un hold-up du pouvoir politique aux dépens de la population. D'ailleurs, en Haïti, c'est peut-être le cas aussi chez vous en Afrique ou ailleurs dans les Antilles. En Haïti, on va toujours parler de deux pays. Il y a le pays légal et le pays réel. Le pays légal et le pays profond. Le pays légal, qu'est-ce que c'est? C'est ce pays qui est sur papier. C'est ce pays tel qu'il se reflète dans nos constitutions. Ce pays, n'est-ce pas, tel que les élites le veulent, hein, parce que souvent elles sont formées en Occident, elles sont formées dans des universités françaises, dans des universités américaines, et elles ont la tête toute pleine, n'est-ce pas, de ce pays qu'elles ont, enfin, que ces élites-là ont vu et qu'elles veulent reproduire, et on ne se pose même plus la question de l'adéquation entre ce pays légal et le pays réel, le pays profond. Et donc, il y a deux pays en un. Le pays légal, qui est conçu par les élites, et le pays profond, qui est celui de la paysannerie, qui est au fait celui de la masse majoritaire. Et puisque les élites conçoivent quelque chose auquel les masses ne s'identifient pas, eh bien, ça finit par produire ce que moi j'appelle un hold-up politique contre les masses. Regardez, en Occident, peu importe que la personne vive en région ou bien que la personne vive, n'est-ce pas, dans des grands centres urbains, eh bien, dans la mesure où il vote, ce citoyen-là, dans la mesure où cette personne vote, eh bien, ce gouvernement-là reflète le pays, en sorte qu'on ne parle pas de pays légal et de pays réel, on ne parle pas de pays légal et de pays profond, mais dans nos pays à nous, il y a le pays des élites, donc le pays légal, et il y a le pays de la paysannerie, le pays des masses, et malheureusement, les élites font un hold-up politique aux dépens des masses. Et ce n'est guère étonnant qu'après un certain temps, il y ait révolte. Ce n'est guère étonnant qu'après un certain temps, il y ait émeute. Ce n'est guère étonnant qu'après un certain temps, n'est-ce pas, il y ait friction, parce que nos masses, nos populations ne se reconnaissent pas dans nos dirigeants et elles perçoivent avec raison nos dirigeants comme des gens qui font un hold-up du pouvoir politique. Et les masses sont tenues en dehors de leur propre histoire politique. Retournons à cette période de décolonisation, comme on prend plaisir à l'appeler, ce qui est au fait un terme pompeux parce que le colon n'est jamais parti. Il demeure présent par, si vous voulez, les gouvernements croupions qu'il place, mais il est encore plus présent maintenant qu'on ne le voit plus physiquement. Mais revenons à cette période des années 60. Eh bien, vous vous imaginez à quel point les masses rêvaient à quelque chose de grand. Vous imaginez, n'est-ce pas, tant d'espoir que cette période-là, n'est-ce pas, donnait lieu parce que les masses se disaient, maintenant nous allons pouvoir contrôler notre propre destin, maintenant nous allons pouvoir contrôler nos propres ressources, maintenant nos propres ressources vont être mises à notre disposition et vont être utilisées pour le plus grand bien du plus grand nombre. Et ça, c'était depuis les années 60. Nous sommes en 2020. Quel progrès véritable nos masses ont-elles connu? Est-ce que leur niveau de vie a véritablement, n'est-ce pas, progressé? Est-ce que leur niveau de vie s'est véritablement amélioré? 9 fois sur 10, ayons le courage de dire non. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un hold-up du pouvoir politique. Les élites sont là pour se servir. Les élites sont là pour servir, n'est-ce pas, les pays tuteurs et oublient de servir la population qu'elles ont utilisée pour parvenir à leur pouvoir politique. Et nos masses sont tenues en dehors des avenues politiques de leur propre territoire, en sorte qu'elles sont étrangères, elles sont en exil sur leur propre territoire. Donc, elles subissent un hold-up politique. Il y a crise aussi parce que nos masses subissent
un hold-up du savoir. Je lisais pendant la semaine, je relisais au fait les grandes réalisations de la révolution des Castro à Cuba. Et j'étais heureux de redécouvrir que lorsque les Castro sont parvenus au pouvoir dans les années 50, à la fin des années 50, n'est-ce pas? Donc la révolution castriste de la fin des années 50, il y avait quelque chose comme 30% comme taux d'analphabétisme, n'est-ce pas, à Cuba? Généralement dans les campagnes, auprès des paysans. Et vous savez, en deux ans, on a réglé ce problème d'analphabétisme à Cuba, en sorte que Cuba aujourd'hui figure parmi les pays avec le plus haut taux d'alphabétisme, avec le plus haut taux, n'est-ce pas, d'alphabétisation. Ils ont réglé ce problème en 2 ans. Et pourtant nous, là, dans nos pays africains, dans nos pays antillais, en Haïti, malgré les beaux programmes, malgré les budgets, malgré les beaux discours, malgré les promesses de nos politiciens, pourquoi se retrouve-t-on encore avec des taux d'analphabétisme aussi élevés, malgré toutes ces années d'histoire, malgré cette tentative, n'est-ce pas, de tirer le peuple vers les lumières de l'éducation? Parce que il y a un hold-up du savoir. Nous nous disons que si les masses parvenaient au même niveau d'éducation que nous, si les masses avaient accès, n'est-ce pas, au pain de l'instruction tel que souhaité, eh bien, il y a de ces choses qu'elles acceptent aujourd'hui, qu'elles n'accepteraient plus. Alors, il y a toujours une espèce de verrou en matière du savoir qui va faire en sorte que le savoir dans nos pays demeure, si vous voulez, un parcours de combattant. Le savoir dans nos pays demeure quelque chose qui est donné au compte-gouttes au fils du peuple, en sorte que longtemps après notre indépendance dans le cas d'Haïti, on parle encore de 40% d'analphabètes, ou longtemps après cette période de décolonisation dans nos pays africains, nos masses sont encore font encore face au problème d'analphabétisme. Pas parce que les ressources ne sont pas là, mais c'est parce que nous nous arrangeons pour maintenir ce hold-up du savoir, pour ne pas donner accès à la population ou aux masses paysannes, pour ne pas leur donner accès au pain de l'instruction. Nous connaissons des crises aussi, pas seulement parce que il y a ce hold-up du pouvoir politique qui fait en sorte que les masses deviennent passives devant leur propre destin. Elles ne sont pas actrices de leur histoire et de leur destin. Il n'y a pas crise seulement parce qu'il y a un hold-up du savoir, en sorte que les masses ont l'impression qu'on leur cache quelque chose et que le droit à l'instruction, le droit à l'éducation, qui devrait être, n'est-ce pas, un droit accessible à tous et à toutes, un droit inaliénable et universel, comme le reconnaît la Charte des Nations Unies, mais il y a crise aussi. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a un hold-up des avoirs. Les amis, que ce soit mon propre pays d'origine, Haïti, ou bien le continent africain, les ressources sont tellement immenses, les ressources sont à ce point grandes, elles sont à ce point, n'est-ce pas, pharaoniques, c'est le cas de le dire, qu'on est surpris qu'il y ait tant de pauvres, qu'on est surpris que le taux de pauvreté de ceux qui vivent, n'est-ce pas, sous le seuil de la pauvreté, on parle même de pauvreté extrême, des gens qui vivent, n'est-ce pas, dans une pauvreté indécente. On se pose la question, mais nous sommes à ce point riches que cette pauvreté-là n'a pas de sens. Ce n'est pas normal que dans nos pays, il y ait tant de pauvres, il y ait tant de déshérités, et il faut pas chercher midi à 14h et expliquer et tenter d'expliquer ça par des fatalités, par des bondieuseries ou bien par des diableries. Non.
il y a ce problème de crise économique parce qu'il y a un hold-up des avoirs dans nos pays. Si vous reprenez l'histoire de nos pays respectifs, vous allez voir que très peu de changements sont opérés en réalité si vous considérez l'histoire de ceux qui étaient riches alors et de ceux qui le sont aujourd'hui. En sorte que ce hold-up des avoirs est resté aux mêmes mains au fil de ces 60 années, au fil, dans le cas d'Haïti, n'est-ce pas, de ces 200 ans. Il y a très peu, n'est-ce pas, de distribution véritable de la richesse, parce qu'il y a très peu de création de la richesse. Et vous imaginez ces jeunes, vous imaginez ces masses, vous imaginez ces paysans qui regardent, n'est-ce pas, passer les autres, qui les regardent jouir des richesses communes et qui se disent, mais pourquoi moi je n'ai pas droit au gâteau? Pourquoi moi je n'ai pas droit à une vie décente? Pourquoi moi, mes enfants ne peuvent pas s'offrir, n'est-ce pas, un minimum de ce que les autres peuvent s'offrir? Et là, on replonge dans des crises à cause justement du hold-up des avoirs. Il est temps qu'à un moment donné, on considère des chantiers fondamentaux pour faire en sorte que nous sortions définitivement de nos crises. Puisque nous avons vu qu'il y a un hiatus entre les élites et la population, puisque nous avons vu que souvent le design politique que nous essayons d'imposer, n'est-ce pas, à nos peuples ne correspondent pas à leur réalité, ne correspondent pas à leurs us et coutumes, puisque nous avons vu que nos crises s'expliquent parce qu'il y a ce hold-up politique, parce qu'il y a le hold-up du savoir et le hold-up des avoirs. Est-ce qu'on peut faire une liste de chantiers fondamentaux sur lesquels nous devons travailler sérieusement, sur lesquels nous devons réfléchir sérieusement pour faire en sorte que nous ne retombions plus dans ces crises-là, ces crises qui ne nous honorent pas, ces crises qui font dire à l'étranger, eh bien ces peuples-là sont incapables, n'est-ce pas, de self-government, ils sont incapables d'autodétermination, puisqu'à chaque fois, il faut qu'il y ait un coup d'état militaire, puisqu'à chaque fois, il faut que les pays tuteurs, pensez à la France, pensez aux États-Unis, n'est-ce pas, il faut qu'à chaque fois qu'ils interviennent pour venir régler nos problèmes, même si nous allons le dire tout à l'heure, beaucoup de nos problèmes sont alimentés par eux aussi. Mais à un moment donné, comme adultes, à un moment donné, comme pays à vocation souveraine, vous notez, j'hésite de dire que nous sommes des pays souverains, car en réalité, nous ne le sommes pas. Nous avons abdiqué, nous avons refilé notre souveraineté à des pays tuteurs, mais puisque nous sommes des pays ou des populations à vocation souveraine, à un moment donné, nous devons identifier un certain nombre de chantiers qui nous empêchent d'avancer, identifier les problèmes, les résoudre une fois pour toutes et opérer le vrai démarrage, le vrai lancement de nos pays. Et je vais tenter d'identifier quelques-uns de ces chantiers. Un premier chantier qu'il nous faut considérer avec beaucoup d'attention, c'est un chantier que j'appelle un chantier de conférence nationale souveraine. Vous savez, dans les années 60, là, tandis qu'on était dans la fièvre de la décolonisation, il y en avait de ces conférences, de ces congrès, au cours desquels, eh bien, les patriotes pensaient pays, n'est-ce pas? Vous aviez l'impression qu'il y avait comme une espèce de mariage véritable, une véritable alliance entre les élites politiques et les populations. Et qu'est-ce qui se passait lors de ces congrès, lors de ces réunions? Eh bien, les gens se réunissaient pour penser le pays qu'ils voulaient avoir. Mais depuis ce temps-là, nous fonctionnons
sur le même modèle des années 60 et dans le cas d'Haïti, nous fonctionnons selon le même modèle de l'après-indépendance qui était au fait une transposition du modèle plantationnaire, du modèle, n'est-ce pas, qu'on a connu pendant la période esclavagiste, qu'on a à peine modifié parce que les visages ont changé, parce que, si vous voulez, les noms ont changé. Mais dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quel pays, à un moment donné, les crises devraient servir, n'est-ce pas, d'un moment d'éveil. Les crises devraient servir, n'est-ce pas, comme élément déclencheur pour dire, hey, s'il y a autant de crises, c'est parce qu'il y a une insatisfaction, c'est parce qu'il y a une inadéquation entre ce que veut le peuple et ce que font les élites. Est-ce qu'on peut observer une pause? Est-ce qu'on peut s'arrêter et placer le pays au-delà des chapelles politiques et réfléchir aux meilleurs moyens de gérer ce pays-là? Donc, un premier chantier serait de convoquer dans nos pays une conférence nationale souveraine sur le type de design que nous devons, n'est-ce pas, imprimer à nos pays. Vous savez, l'un des torts que nous nous faisons à nous-mêmes, c'est ce que j'appelle le mimétisme. Ce désir tellement, j'allais dire, primaire, qui consiste à imiter la France, qui consiste à imiter, n'est-ce pas, l'Angleterre, qui consiste à imiter les États-Unis, parce que eux ont réussi dans leur système politique. Nous nous imaginons qu'une démocratie peut s'exporter. Non. Une démocratie ne peut jamais s'exporter telle qu'elle. Il faut y effectuer des changements, il faut y effectuer des modifications, question d'adopter ou d'adapter, mieux dit, n'est-ce pas, ce régime-là à nos pratiques à nous. Mais pour le faire, il faut pas que ce soit 2, 3 personnes ou une petite clique, un petit clan qui se réunit, n'est-ce pas, dans un grand hôtel, que ce soit à Paris ou bien à Washington, qui va décider de ce que le peuple devrait faire. Non. Il nous faut à un moment donné nous arrêter et convoquer une conférence nationale souveraine et nous poser la question, mais que voulons-nous vraiment? Et le faire non sous l'influence de la France, non sous l'influence des États-Unis, et le faire parce qu'à un moment donné, dans l'histoire d'un peuple, on ne peut plus continuer à reproduire les mêmes comportements et espérer obtenir de nouveaux résultats. Je regarde l'histoire de mon pays. On a à chaque 4 ans, à chaque 5 ans, n'est-ce pas, de nouvelles élections. Et puis à chaque fois qu'il y a des élections, eh bien, on nous fait croire à toutes sortes de projets. Ah oui, le pays va changer, le sort du peuple va s'améliorer parce qu'il y a tel nouveau candidat qui lui parle mieux, qui lui, n'est-ce pas, fait des promesses encore mirobolantes. Et 4 ou 5 ans plus tard, notre situation ne s'est guère améliorée, au contraire, elle s'est empirée. Est-ce qu'on peut prendre une pause et se dire, mais c'est idiot de croire qu'on peut obtenir des résultats différents tandis que on ne travaille pas sur les causes? Eh bien, le premier chantier à considérer donc, c'est cette conférence nationale souveraine où le peuple dit voici ce qu'on veut, où tout le monde a droit, n'est-ce pas, au chapitre. Voici comment notre pays devrait être dirigé, car la politique, c'est l'affaire de tout le monde, et l'affaire de tout le monde, ce sont des affaires politiques. Donc on doit inclure, n'est-ce pas, nos masses dans nos décisions politiques si nous voulons éviter de sombrer à chaque fois dans de perpétuelles crises et ne pas tenir les masses loin des avenues du pouvoir politique. Un deuxième chantier à considérer et à travailler, et cela, tous nos pays vont s'identifier à cela, c'est le chantier de la réforme du système éducatif. Regardez nos pays, nous sommes au 21e siècle, on parle d'intelligence artificielle, on parle de technologie, mais nous en sommes encore
dans une autre ère. Nous en sommes encore, n'est-ce pas, dans un système vieillotte, dans un système obsolète, dans un système, n'est-ce pas, désuet, dans un système vétuste, etc. Parce que nous sommes encore à l'époque où nos jeunes doivent apprendre beaucoup de choses par cœur, ou doivent reproduire tout simplement le cursus de nos pays tuteurs, de nos pays tutélaires. Est-ce que nos systèmes éducatifs reflètent le réel de nos pays? Le but véritable d'un système éducatif, c'est de fournir à l'apprenant des outils pour influer sur son milieu. C'est de fournir à l'apprenant des outils pour être, n'est-ce pas, utile à sa communauté, pour contribuer selon ses talents, selon ses prédispositions, n'est-ce pas, à son environnement, à sa communauté. Est-ce que notre système éducatif ou nos systèmes éducatifs dans nos pays ont été pensés ou conçus de cette manière-là? Ou bien est-ce que nous avons tout simplement, là encore, singé la France, là encore, singé l'Empire britannique, là encore, singé, n'est-ce pas, les États-Unis? Est-ce que nos systèmes éducatifs ont été conçus pour fournir à nos jeunes, n'est-ce pas, les outils pour travailler dans leur environnement et transformer cet environnement-là pour avoir une vie plus décente, une vie qui leur permet justement de réaliser leur plein talent, leur pleine potentialité? Donc, nous devons repenser nos systèmes éducatifs. Autrement, vous savez ce que ça fait? Vous avez des jeunes qui sont hautement scolarisés, et cela existe dans tous nos pays. Ils ont des bacs 1, ils ont des bacs 2, ils ont des masters en ceci, ils ont des masters en cela. Ils se retrouvent au chômage parce que leur diplôme, leur attestation d'études ne correspondent pas du tout aux besoins de leurs marchés locaux. Donc, fini ces temps où ce qui comptait, c'était les diplômes en ceci, les diplômes en cela, mais écoutez, de former une élite verbeuse, etc., qui va pouvoir faire concurrence aux Français quand on va à Paris, etc., ou bien quand on va à Washington, mais des diplômes qui ne sont utiles à rien en ce qui concerne le réel local. Donc, il faut retravailler le chantier du système éducatif. Autrement, vous savez ce que ça fait? Vous avez des jeunes qui sont très formés, qui sont au chômage. À un moment donné, ils vont se soulever contre les gouvernements parce que vous leur avez demandé d'aller à l'école, ils ont été à l'école, ils ont des diplômes, mais ils ont faim. Et ils vous regardent les diriger. Donc là, ils se disent, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Vous m'avez demandé d'étudier, j'ai étudié partout, je suis rentré au pays avec des diplômes et je baille aux corneilles parce que j'ai rien à faire. La raison, c'est parce que le système éducatif n'est pas adapté aux besoins actuels de nos pays respectifs. Il faut penser aussi à la réforme de nos systèmes judiciaires. Regardez, peu importe l'endroit où nous allons en Afrique, peu importe le pays que nous visitons, parmi nos pays d'afro-descendants, les sondages sont là pour le prouver. La population n'a pas foi en son système de justice. Nous avons l'impression qu'en matière de justice, n'est-ce pas, eh bien, les verdicts sont vendus au plus offrant, selon qu'on est plus riche, selon qu'on est plus en autorité, n'est-ce pas? La justice nous fournit des verdicts qui diffèrent selon qu'on est placé, n'est-ce pas, au bas de l'échelle de la société. Mais dites-nous là, quelle société pourrait s'élever si le système de justice n'est pas le même pour tous? Des gens sont gardés en prison pour des larcins, tandis que les véritables voleurs, n'est-ce pas, se retrouvent dans des palais. Les véritables voleurs, n'est-ce pas, se retrouvent dans des manoirs, dans des châteaux. Mais la population n'est pas dupe, elle n'est pas bête non plus. Elle comprend que ce système de justice n'a pas été conçu pour elle. Et vous savez quoi? À un moment donné, cette masse, ce peuple, cette population se soulève et demande que justice lui soit faite.
pour éviter de ressombrer dans ces crises, n'est-ce pas, à perpétuité. À un moment donné, il faut s'arrêter et définir des règles de justice qui sont les mêmes pour tous. La question de la santé, les amis. Vous notez? Je pense à Haïti. Quand j'établis cette liste de chantiers, j'avais soumis ma liste à 2 frères africains. Ils m'ont dit, mon frère, ce sont les mêmes problèmes qu'on retrouve chez nous. Donc, c'est le même paradigme, c'est le même modèle. On passe d'un pays africain à un autre, c'est la même réalité. On passe d'un pays africain à un pays afro-descendant, c'est la même réalité. Eh bien, nous devons repenser notre système de santé publique. Pourquoi nos budgets ne reflètent-ils jamais les besoins en matière de santé? Pourquoi la santé, ou du moins les soins sanitaires, demeurent-ils dans nos pays, n'est-ce pas, quelque chose auquel seules les élites ont accès? Ça demeure, n'est-ce pas, une denrée rare. Plus on vit dans des régions, plus on vit, n'est-ce pas, en campagne, moins d'accès avons-nous aux soins de santé. Mais pourquoi n'ouvrons-nous pas, diable, plus d'écoles de médecine? Les ressources sont là pour les former. C'est ce manque de volonté politique qui va faire en sorte que les soins de santé demeurent un luxe, alors que c'est un droit inaliénable, alors que c'est un droit universel. Parfois, les ressources humaines sont là. Nous avons un personnel médical qui est bien formé. Nous avons des médecins, des infirmières, des infirmiers, des technologues. Mais certaines fois, ce qui manque, c'est l'équipement. Donc, nous avons les ressources humaines. C'est le plus grand capital. Mais nos États, nos élites dirigeantes n'investissent pas dans l'achat des équipements pour permettre aux ressources humaines qui sont formées à cet effet d'accomplir leur travail. Et à force de priver nos populations de ce à quoi elles ont droit, c'est-à-dire les soins médicaux, nous les rendons, et je vais insister là-dessus, de plus en plus vulnérables à la cupidité, par exemple, des compagnies pharmaceutiques. Exemple, vous voyez, depuis que le coronavirus fait rage dans le monde, donc depuis qu'on parle de pandémie, vous notez que contrairement à nos prévisions, nos pays noirs, donc nos pays africains, nos pays d'afro-descendants s'en tirent bien. Pas parce que nos dirigeants sont de meilleurs gestionnaires de santé publique, loin de là, mais c'est parce qu'il y a un je ne sais quoi qu'on n'arrive pas encore à isoler, qui fait en sorte que on réagit mieux que les autres. On n'en tire pas gloire, mais c'est un fait face à cette pandémie. Mais lorsque les foutus vaccins là, dont on est en train de précipiter les étapes, vont être prêts, entre guillemets, vous savez où les pharmaceutiques vont vouloir les essayer? Chez nous. Vous savez qui on va vouloir prendre comme cobaye pour mesurer l'efficacité de ces vaccins qui n'ont rien à voir avec nous? Nous. Et vous savez qui va autoriser les compagnies pharmaceutiques à entrer chez nous pour nous utiliser comme cobayes? Nos dirigeants. Et vous savez pourquoi nos pauvres paysans, nos pauvres frères et sœurs ne pourront pas dire non? Mais c'est parce que ils ont tellement pas d'accès à des soins médicaux que quand finalement quelqu'un arrive avec une blouse blanche, et si d'aventure ce quelqu'un est un blanc, eh bien on le voit comme un dieu et on va dire oui au vaccin. Pourquoi? Parce que nous devons, n'est-ce pas, reconsidérer nos problèmes de soins médicaux dans nos divers pays. La question de la gouvernance publique, et quand on parle de gouvernance publique, la question de la corruption, regardez, à chaque fois qu'il y a crise dans l'un de nos pays, que ce soit en Haïti ou bien dans l'un des pays africains ou antillais, la question de la corruption n'est jamais trop loin. Parce que nous avons un problème en matière de gouvernance. On dirait que
notre motivation quand nous entrons en politique, on dirait que notre motivation quand nous voulons accéder au pouvoir, eh bien c'est une motivation qui consiste à nous servir plutôt que servir le peuple, à nous faire du bien plutôt que de faire du bien au plus grand nombre, et donc nous allons confondre la cassette de l'État, donc les caisses de l'État, avec notre portefeuille personnel. Le problème de la corruption, à un moment donné, là, il faut se dire la vérité. La manière dont nos pays sont gouvernés n'est pas suffisamment transparente pour qu'à chaque fois que quelqu'un soit tenté de voler $1 ou bien de voler 1 franc, que quelqu'un d'autre le dénonce et que celui qu'il dénonce soit applaudi, soit honoré par la population. Chez nous, en Haïti, celui qui vole l'État est considéré non pas comme un criminel, mais comme quelqu'un d'intelligent. Et là, on s'arrête sur, n'est-ce pas, l'une des syllabes pour dire intelligent. Parce que dans toute notre histoire, voler l'État n'a jamais été quelque chose de grave. Au contraire, c'est un signe, je l'ai dit, n'est-ce pas, d'ingéniosité. C'est un signe de génie. Il faut reconsidérer la question de la fonction publique aussi, les amis. Dans nos pays, la fonction publique est pléthorique. À peu près tout le monde travaille dans la fonction publique, mais si vous considérez en réalité ce que ces fonctionnaires sont en train de faire, à peu près rien, il n'y a pas de service à la population. Pour n'importe quel papier, ça prend 30 jours, ça prend 20 jours et on vous rançonne, vous devez, n'est-ce pas, graisser la patte à tel fonctionnaire pour avoir accès à un foutu papier, n'est-ce pas, que dans tout autre pays, on obtient le temps de le dire. La fonction publique devrait être le bras de l'exécutif. Les politiciens conçoivent des politiques publiques. Ils présentent ces politiques publiques à la population qui vote pour eux en fonction de leur plateforme politique. Et la fonction publique devrait être là pour exécuter cette vision, pour mettre en œuvre ce qui a été conçu par les politiciens. Pourquoi on attend de gens qui travaillent pour l'État quand les services de l'État sont nuls? Donc il faut repenser à cette question de la fonction publique. C'est des sous, c'est un budget, n'est-ce pas, qui est jeté aux poubelles quand vous confiez à une jeune fille un poste seulement parce qu'elle est le deuxième bureau de tel ministre. Quand vous confiez un poste à tel jeune homme, un poste pour lequel il n'a pas de compétences seulement parce qu'il est le cousin de tel ministre ou parce qu'il est, je ne sais pas moi, le petit cousin du chef de l'État. Il faut repenser à ces questions-là. Enfin, nous devons regarder de plus près nos doctrines de la sécurité publique. Pourquoi nos armées, nos militaires, bien sûr qu'il y a quelques exceptions, mais pourquoi en général nos armées sont à ce point malléables aux anciens pays colonisateurs? On a l'impression que la France n'a qu'à peser sur un bouton et le général de tel pays va renverser tel président là civil parce que la France n'en veut plus. On a l'impression que les États-Unis n'ont qu'à passer un téléphone et le général va renverser tel chef d'État parce que les États-Unis ne veulent plus de ce chef d'État-là. Mais nous devons repenser à notre doctrine de sécurité publique. Quand quelqu'un entre dans l'armée pour devenir un professionnel des armes, est-ce qu'il est là pour servir son pays, pour protéger sa population, pour la défendre cette population contre des attaques extérieures ou intérieures s'il est de la police, ou bien est-ce que c'est un pion que les pays tuteurs placent pour que ce pion-là puisse exécuter la volonté de ce pays tuteur? Donc, vous notez que toutes les questions sont humaines et les réponses sont humaines. Nous sommes en crise parce que nous ne prenons pas le temps de poser un diagnostic lucide, nous ne prenons pas le temps de poser un diagnostic cru sur nos problèmes et d'y apporter des solutions nationales. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi dire. Nous aimons trop faire appel aux Blancs. Quand je dis blanc, l'américain. Quand je dis blanc, le britannique. Quand je dis blanc, le français. Quand je dis blanc, c'est aussi le chinois. Parce que, ah oui, il faut faire attention.
Et ne soyons pas naïfs, ne nous imaginons pas qu'une colonisation chinoise serait moins délétère pour le développement de nos pays qu'une colonisation française ou américaine. C'est une colonisation, donc elle sera défavorable à notre propre épanouissement. Aujourd'hui, dans certains pays africains, on voit que les élites s'en remettent mains et pieds liés aux Chinois. Faisons attention, hein, ils sont terribles, eux aussi, les Chinois. Donc, quand je dis blanc, c'est l'étranger en général. Nous faisons trop appel à l'étranger pour venir jouer le rôle de maître d'école dans nos problèmes internes. Un autre chantier. Est-ce que nous avons dressé l'inventaire de nos ressources naturelles? Dans n'importe quelle institution, dans n'importe quelle organisation, pour savoir ce que vaut cette organisation-là, pour savoir ce que vaut cette institution-là, il faut savoir de quelles ressources cette institution dispose. Mais est-ce que nous avons dressé un inventaire, un mapping complet de nos ressources pour savoir ce que nous valons? Et c'est à partir de nos ressources humaines, ressources naturelles ou autres, que nous allons concevoir notre développement. Là encore, nous confions la gestion de nos ressources aveuglément au pays tuteur. Mais quelle imbécilité! C'est comme si j'ai un compte, on me dit pauvre, j'ai un compte bancaire garni et j'en confie la gestion à quelqu'un qui ne m'aime pas et qui continue à me dire ou à me faire croire que je suis pauvre. C'est encore le cas d'Haïti. On va dire, ah oui, mais Haïti, c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, mon œil. Ceux-là même qui disent que nous sommes le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, ce sont ceux-là même qui creusent nos sous-sols et qui repartent chez eux avec tout ce que nous avons comme ressources minières. Enfin, vous voyez pourquoi nous connaissons des crises? C'est parce que la population est insatisfaite et elle se dit, ce n'est pas normal que je sois réduite à ce niveau de vie infrahumain quand on a tout ça. Je regarde mes dirigeants, ils mènent une vie de pacha, je n'ai pas d'accès à l'école, je n'ai pas d'accès aux soins médicaux, et puis ceux qui sont venus chercher mon vote, eux, ils mènent la belle vie. À un moment donné, on doit s'arrêter et ne plus faire appel à la fatalité pour dire, ah, mais ces noirs, ils sont instables, ces noirs, ils sont incapables, nos pays sont foutus. Non, nos pays ne sont pas foutus. Nous connaissons des crises parce que nous refusons d'aborder des problèmes humains comme des humains et parce que nous refusons d'y apporter à ces problèmes-là les solutions qui sont nôtres. Je manquerais à mon devoir si je terminais cette nomenclature-là sans parler aussi de l'influence de l'étranger. Je vais vous le dire là. C'est de l'imbécilité que de croire que les pays étrangers sont des pays alliés, sont des pays amis. Non. Nos anciens colonisateurs ne seront jamais des pays amis. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça marche chez nous. Ils n'ont pas intérêt à ce que nos pays soient stables parce que si ça marche chez nous, ils ne pourront plus nous voler. Et vous allez voir, ils vont magouiller pour nous rendre instables au niveau monétaire. Ça, c'est un autre chantier aussi à considérer. La question de la politique monétaire. Ce n'est pas normal que nous confions notre politique monétaire à nos pays tutélaires, à nos pays colonisateurs. Pensez-vous vraiment que ces pays-là veulent que nous ayons une monnaie forte? Pas du tout. Donc, et pourtant, nous avons d'excellents économistes dans nos pays respectifs. Pourquoi diable ne sommes-nous pas en mesure de concevoir une politique monétaire qui va rendre vraiment forts nos pays? Les crises sont humaines. Les solutions sont humaines aussi. Les problèmes sont humains parce qu'ils sont dans la nature et les solutions aussi sont dans la nature. Nous connaissons des crises parce que nous refusons d'être à l'écoute de nos populations. Nous refusons d'être à l'écoute de nos peuples. Nous oublions
Le sens même du pouvoir, la raison d'être même de la politique, c'est d'être au service des autres. Puissions-nous observer cette pause et réaliser que nous n'avons rien à envier aux autres en matière d'intelligence, nous n'avons rien à envier aux autres en matière de ressources. Si nos populations sont en crise perpétuelle, c'est parce qu'on refuse de leur donner ce à quoi elles ont droit. Nous sommes intelligents, nous sommes équipés de toutes sortes d'outils à nous de mettre notre intelligence et nos outils au service de nos peuples. Ils n'en méritent rien de moins. En terminant, je voudrais nous rappeler nos 3 mots d'ordre: de liker si nous estimons que ce qui a été dit est utile. On va donc liker, on va donc sharer, on va partager dans nos réseaux respectifs, n'est-ce pas, ce qui se dit ici. Et si c'est pas encore fait, nous allons nous abonner en cliquant sur ce petit bouton. Déjà, nous vous remercions. Le nombre d'abonnements est en croissance. Merci à vous. Et je voudrais remercier ceux qui ont rempli, n'est-ce pas, le petit sondage qui apparaît dans la fiche descriptive de l'émission. On va le reproduire, ce sondage, aujourd'hui encore. Si vous voulez être au courant de ce que nous faisons, si vous voulez être au courant des stratégies que nous allons mettre en place pour obtenir réparation pour les torts subis, eh bien, inscrivez-vous à ce sondage-là qui apparaît dans la fiche descriptive de l'émission. Donc, merci de votre bonne foi, merci de votre sens de collaboration. Je vous souhaite une excellente semaine et ne l'oublions pas, on est ensemble. Bonne semaine.